D'abord, un homme seul ne réussit pas. C'est une équipe, c'est une famille. Donc, nous devons de la solidifier, de la fortifier. J'avais dit un jour qu'en politique, nul n'est indispensable, sauf l'homme qui défend ses convictions. La conviction d'un homme doit lui permettre d'aller jusqu'au bout de ses idées, de défendre les valeurs qui lui semblent être justes. Cette grande famille de droite doit, dans les années à venir, se tenir debout comme un seul homme. Ce seul homme doit annoncer, diriger, gouverner, préparer l'avenir de nos enfants. Mais être seul ne veut pas dire tout faire tout seul. Cela nécessite d'être accompagné. Cela nécessite d'être entendu. Il est important que chaque militant comprenne que c'est sa pierre qui apportera ce grand projet qui fera demain que Nicolas Sarkozy sera le président que vous voulez qu'il soit. L'homme providentiel n'existe pas. Tu as dit que Dieu même s'est fait crucifier par ceux qui étaient venus défendre. Donc, chers amis, comprenez une chose. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quel que soit ce que nous rencontrerons durant ce long chemin que nous allons faire ensemble vers cette nouvelle formation politique, nous devons d'y aller main dans la main, les uns avec les autres. Nous ne réussirons pas si nous nous isolons ou si nous regardons ce qui s'est passé à droite ou à gauche. Nous avons un projet à construire, nous avons une famille politique à construire, nous avons un avenir à dessiner pour la France. Et Génération Sarkozy et Nicolas Sarkozy ont cette ambition. Donc, il faut rappeler à chaque militant qui sont à jour de leur cotisation qu'ils vont devoir et qu'ils devront effectuer leur devoir citoyen. Car lorsqu'on donne aux militants la parole, ils doivent s'en saisir. Ils doivent dire ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils veulent. La vie qui a pris le bâtiment des autres, ou qu'on a fait sans nous, ou que nous ne savions pas. Nous avons plusieurs candidats. Nous avons plusieurs visions. Génération Sarkozy a choisi la sienne. Nous avons choisi de défendre celle qui nous semblait correspondre à ce que nous attendons d'un chef. Donc je demande à tous ceux qui sont dans cette salle ce soir, tous ceux que vous connaissez, tous ceux que vous rencontrez sur votre route, de les convaincre. Même après ce vote, car ce n'est pas la fin, mais c'est le début d'une grande aventure. Nous avons 2 ans pour rénover un parti, pour se présenter devant le suffrage universel, pour que les Français nous fassent à nouveau confiance, pour qu'ils aient l'espoir de ce que nous allons leur promettre. Donc, en maille, on met quoi dans le travail. Je vais donc terminer en présentant l'émissaire du boss, du patron, hein, comme on dit. Il faut un patron. Si pas les patrons, c'est la guerre, c'est la guerre. Diplômé de l'Institut de Strasbourg, d'un DEA d'études politiques, de l'Institut d'études politiques à Paris en 1984, elle devient attachée parlementaire à Mansour, à l'Université nationale, au Parlement européen. Elle continue à être conseillère parlementaire lorsqu'elle devient ministre. Alors, oui, excusez-moi, j'ai une bêtise. J'ai pas mes lunettes, ça me serait tardé. Alors, tout d'abord au ministère des Affaires européennes. Je regarde rien, je n'ai plus le temps. Alors, conseillère parlementaire, lorsque Mansour devient ministre. D'abord au ministère des Affaires européennes, entre 1993 et 1995, puis au ministère du Budget entre 1995 et 1997,
Entre 2002 et 2010, conseillère parlementaire de Nicolas Sarkozy, au ministère de l'Intérieur, puis au ministère de l'Économie et des Finances, et à la présidence de la République. Elle est aujourd'hui députée européen Île-de-France. Je vous demande, chers amis, de vous lever et d'accueillir notre ambassadrice de Nicolas Sarkozy, Madame Constance Le Gris. S'il vous plaît. Pour vous fait l'honneur, quand un candidat fait l'honneur de dépêcher aux Antilles, un député pour nous entendre et pour nous écouter, on sait recevoir les gens. Et à l'île de Martinique, on sait reconnaître ceux qui savent nous écouter et nous entendre. Très bien. Merci beaucoup, chers amis. Merci beaucoup de cet accueil extrêmement chaleureux qui, croyez-moi, me va droit au cœur. Il n'est d'ailleurs pas si fréquent que cela en politique, donc j'apprécie d'autant plus la chaleur martiniquaise, la chaleur de votre accueil. Bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Je suis content de retrouver certains des visages que j'avais déjà eu le plaisir de voir lors de ma première apparition ici, lors de la réunion du comité départemental, de découvrir aussi des visages nouveaux, ce qui atteste certainement de la force d'attraction de Génération Sarkozy et augure de bien belles choses pour les mois et les années à venir ici en matière de combat politique et de renouvellement du combat politique. Mais avant de répondre peut-être à certaines de vos questions et de faire un petit propos liminaire sur, et pardon si je vais soit me répéter, soit éventuellement répéter des choses qui ont été dites excellemment par ceux surtout, qui se sont exprimés avant moi. On va changer ça, et parler de Nicolas Sarkozy, du projet, de ce qu'il propose pour notre famille politique. Je veux vraiment adresser du fond de cœur un très 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 grand merci à Joanne. Joanne, vraiment, je l'ai découvert. Je l'ai à Paris, je dois dire, on parlait à Paris, mais c'est la vérité, c'est vraiment vrai. Et donc j'arrivais avec a priori un préjugé plutôt favorable. Les personnes qui m'avaient parlé de lui sont des personnes de confiance dont j'ai tendance à écouter et apprécier les avis, mais je n'ai en rien été déçue et voire plus, si je puis dire. J'ai vraiment découvert quelqu'un qui a une énergie, une fougue, une passion, un degré d'engagement et de motivation tout à fait étonnant et tout à fait remarquable. Et puis ce soir, je découvre que c'est un excellent orateur, ce qui en politique n'est pas rien, voilà, et que cela je veux aussi adresser un grand merci à toutes celles et tous ceux qui, aux côtés de Joanne, m'ont accueilli ici, accompagné, véhiculé, nourri, coaché, tenu par la main, etc. Ils sont nombreux. Il y a Lionel qui ne se cache pas, il y a Micheline, il y en a qui ne sont pas là, voilà, pardon qui étaient là dans la journée, qui étaient la guerre, et voilà, qui sont, on le sent habité par d'abord beaucoup d'amitié, beaucoup d'affection. Il peut y avoir dans la vie politique des moments de tension, des moments de rivalité, des moments de frustration, mais la vie politique, c'est de l'affect, c'est de l'affection, extrêmement précieux, et croyez-moi, c'est pas si fréquent que cela, ou en tout cas c'est pas aussi fréquent que cela le devrait. Il y a souvent, en tout cas je le ressens un peu comme cela en métropole, dans l'activité politique, quelque chose, si on y prend garde, qui inexorablement dessèche, éloigne, emprisonne dans un corset, voire dans un carcan. Il faut savoir en politique tenir éloigné de soi, je crois, et vraiment combattre le cynisme et le dessèchement, et puis d'autres mots. Mais le cynisme et le dessèchement qui menacent trop souvent
les hommes et les femmes politiques, et dont même certains se laissent totalement emparer, et quelque chose qui, ici, me semble être totalement... Alors, je ne dis pas que... Je sais très bien que le monde n'est pas un monde de bisounours, c'est que la politique en Martinique et l'histoire de la droite en Martinique, ça n'est certainement pas un monde de bisounours, mais ça vit, ça vibre, ça pulse, ça se bagarre, pourquoi pas, ça se divise, puis ça se réconcilie, etc. Mais il n'y a, à mon sens, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti, je voulais vous dire, à ce stade, c'est comme ça que j'ai ressenti les choses, ni cynisme, ni dessèchement, et croyez-moi, ça c'est extrêmement précieux. Alors pourquoi est-ce que Nicolas Sarkozy, après les 5 années qu'il a passées à la tête de l'État français, après la défaite du 6 mai 2012, qu'il avait conduit à prendre du recul, à se retirer de la vie politique active, tout en restant extraordinairement attentif à ce qui se passait dans notre pays, en suivant de très près l'actualité politique de notre pays, mais en entamant, vous le savez, des visites à l'étranger ainsi que des conférences. Pourquoi est-il finalement sorti de cette retraite, entre guillemets, et a-t-il décidé de redevenir un acteur à part entière dans l'arène politique, en décidant de présenter sa candidature à la suite des événements, comme vous savez, la présidence de notre famille politique s'est trouvée, je dirais, brutalement vacante. Et Nicolas Sarkozy, eh bien, après y avoir beaucoup réfléchi, après avoir un peu écouté, un peu consulté, avoir certainement, je pense, beaucoup pesé le pour et le contre, a décidé, parce qu'il y avait certainement du contre, et certains de ses amis lui disaient, mais non, quand on a été chef de l'État, on ne redescend pas ainsi, comme je dirais, voilà, un gladiateur dans l'arène, et qui a été le président de tous les Français, que va-t-il faire? Pour certains, c'est tout juste s'il ne poursuivait pas leur femme, que va-t-il faire dans cette galère? Et pourquoi veux-tu redevenir, vas-tu briguer les suffrages de tout temps, de redevenir le chef d'un parti, ne te rends pas compte que ce n'est pas de ton niveau, etc. Donc après avoir vraiment pesé le pour et le contre, mais ça n'a pas pris tant d'heures, ni même de minutes que cela, quand il y a eu un moment vraiment de vérité, Nicolas Sarkozy a décidé de se porter candidat à la présidence de sa famille politique. Parce que c'est un homme de responsabilité, c'est un homme qui a eu la chance, après des années de militantisme politique et d'exercice de très beaux mandats politiques, mandats électifs, d'arriver à la magistrature suprême et d'être le président de la République. Ce qui a créé entre lui et les Français, inévitablement, un lien exceptionnel, un lien unique, un lien très spécial, dont il n'a, a priori, pour ce qui le concerne, jamais souhaité, je dirais, desserrer la force, desserrer l'intensité. Et voyant sa famille politique dans un état de délabrement, de désolation, de discrédit, parce qu'il faut bien dire, nos divisions, nos zizanies, nos guéguerres, nos palinodies tragicomiques ont jeté un discrédit énorme sur les hommes et les femmes de notre famille politique, la fierté militante, parce qu'il n'y avait pas à être fier d'être membre d'une formation politique, il ne faut être fier d'être militant, la fierté militante en avait quand même et continue à en prendre un sacré coup. Et tout cela, ça l'a amené à considérer qu'il était de sa responsabilité et de son devoir eh bien, de recommencer à offrir à sa famille politique, en quelque sorte en retour de tout ce qu'elle lui avait permis d'avoir dans sa vie politique, dans sa vie plutôt, d'offrir à nouveau eh bien, de l'espoir, son énergie, son expérience et sa capacité à entraîner et sa force de persuasion et sa force de travail. Ce qu'il a mis donc dans cet esprit de responsabilité, encore une fois, non pas contraint et forcé, mais vraiment en se disant qu'il y a une situation catastrophique dans notre pays, il y a une situation particulièrement désastreuse dans notre famille politique, or qui, alors que le pouvoir socialiste, alors que François Hollande plonge dans des abîmes d'impopularité et de discrédit, qui peut représenter pour notre pays, pour nos compatriotes, l'espoir? Qui peut porter un projet d'alternance? Qui peut incarner la relève? Qui peut dire aux Français
qu'il est prêt, quelle formation politique peut dire aux Français, si ce n'est pas nous, si ce n'est pas notre formation politique, qu'elle est en situation de reprendre le flambeau et de travailler à représenter à nouveau l'espoir. Voilà Nicolas Sarkozy, candidat à la présidence de notre famille politique, et il décline dans sa campagne un certain nombre de propositions. Il propose un projet, une reconstruction, un nouveau départ. Il propose à notre famille politique de tirer les leçons de ces 2 années extrêmement pénibles que nous avons vécues, de tirer les leçons de ce relatif échec. Ça ne nous a pas empêché d'engranger des succès électoraux, et notamment des succès électoraux au municipal, ici en Martinique comme ailleurs, mais globalement, il y a eu quand même, j'en parlais tout à l'heure, le discrédit, la perte de la fierté militante, le doute qui a saisi beaucoup de nos sympathisants, et quelquefois même la colère. On a tous rencontré chez nos électeurs et chez nos électrices de la colère. Mais qu'est-ce que vous foutez à Paris? Enfin, mettez-vous d'accord, c'est pas possible, arrêtez de vous comporter comme vous vous comportez, etc., etc. Et donc, il propose de reconstruire. Il propose à notre formation politique d'ouvrir une nouvelle ère, d'écrire une nouvelle page pour essayer de retrouver les voies et moyens de gagner, regagner la confiance, la crédibilité de nos compatriotes. Alors, une nouvelle ère, une nouvelle page, une nouvelle aventure pour notre formation politique. Cela passe certainement, en tout cas c'est ce que Nicolas Sarkozy propose, et ouvrira le débat, et si jamais le 29 novembre au soir il est élu à la tête de notre parti politique, il proposera aux militants d'animer ce projet. Ça passe par une refondation qui s'incarnera, ça se concrétisera en quelque sorte par un nouveau nom, une nouvelle appellation. Voilà ce qu'il propose. De même que les militants qui furent gaullistes, qui ont peut-être connu des décennies de militantisme, ont peut-être pour certains connu l'UDR qui s'est transformé en RPR, et puis le RPR a rallié d'autres formations politiques de la droite libérale et du centre-droit pour fonder l'UMP. Donc les transformations, les rebondissements et les nouveaux départs dans notre famille politique à des moments clés, à des moments cruciaux, à des moments fondamentaux, on connaît, on l'a déjà fait, et à chaque fois on a vu qu'effectivement c'était un levier, c'était un signe, c'était un signal qu'on envoyait au reste de la communauté nationale, au reste de nos compatriotes, pour partir sur des bases assainies, des bases différentes. Et c'est ce que propose Nicolas Sarkozy à travers cette proposition de changement d'appellation, de changement de nom pour notre famille politique. Mais au-delà du changement de nom qui serait un signal, un message, voilà, et la concrétisation de ce nouveau départ, de cette nouvelle ère qu'il nous propose, il propose surtout très largement, je dirais, de rassembler, de fédérer, de réunir toutes les énergies, toutes les bonnes volontés, toutes les femmes et les hommes de bonne volonté qui ont mal à la France, n'en peuvent plus de voir notre pays s'enfoncer ainsi, lentement mais sûrement, je dirais, dégringoler, perdre de sa substance, perdre de ses forces vives, voire s'enquister littéralement comme un chancre qui va nous dévorer de l'intérieur, et en tout cas pour l'instant on dévore sacrément le moral de la nation et le moral de toute une génération. Ce chômage des jeunes qui est un fléau, une catastrophe absolument insupportable, et puis l'absence de croissance, l'alourdissement de la dette, l'alourdissement de la fiscalité, toutes ces situations de plus en plus asphyxiantes qui minent le moral des Français, et puis qui surtout font courir sérieusement à notre pays le risque d'être de plus en plus rétrogradé, et notamment sur la scène européenne. Nous avons été, et nous avons vocation à être les leaders, à être en première division, si je puis dire, à la tête de la première division. Et bien, nous voyons bien que nous sommes rétrogradés en deuxième division, mais lentement, mais sûrement, c'est le risque d'être rétrogradé encore plus bas par rapport à nos partenaires européens. Sur la scène européenne, je peux en attester, la France
est de plus en plus inaudible. La parole du chef de l'État français ne s'exprime plus à la table du Conseil. Elle s'exprime peut-être dans les conférences de presse qui se déroulent ensuite, je dirais, entre Français, quand François Hollande vient rendre compte du Conseil européen, c'est dans la réunion des chefs d'État et de gouvernement, devant des journalistes français. Il a beau jeu, parce que les journalistes, eux, ils n'insistent pas au Conseil européen de dire « j'ai obtenu ceci, j'ai dit à Mme Merkel, et David Cameron a opiné dans mon sens, et voilà, nous avons décroché dans le jeu. » Mais que nenni, rien de tout cela. La parole de la France n'est pas entendue parce qu'elle n'est pas exprimée, tout simplement, avec force, avec détermination, à la table des chefs d'État et de gouvernement européens. Et sur la scène internationale, mis à part, il faut bien le dire, et nous avons nous d'ailleurs dans notre formation politique, tous nos ténors, tous nos grands responsables, Nicolas Sarkozy a eu l'occasion de le dire aussi, saluer avec beaucoup d'esprit de reconnaissance et je dirais d'esprit d'hommage à nos forces armées, et saluer l'intervention de notre armée au Mali, en Centrafrique. Là, ce sont des actions extraordinairement dangereuses, extrêmement courageuses de nos forces armées que nous avons saluées et dont nous portons le crédit, au crédit de François Hollande. Mais enfin, globalement, à part ces actions remarquables, et encore une fois, nous tenons à signaler, sur beaucoup d'autres dossiers, sur beaucoup d'autres des sujets qui sont les grands, les vrais sujets qui occupent le grand monde, qui occupent la scène internationale, la parole de la France est vraiment un tout petit filet et il y a un vrai problème d'affaiblissement de notre position, d'affaiblissement de notre capacité à nous faire entendre sur la scène européenne de Libye, sur la scène internationale et à rester avec nos partenaires, bien sûr, et amis européens, un acteur important, un acteur incontournable dans les grands débats du monde. Et ça n'est pas à vous, département français d'Amérique, qui est aux avant-postes, aux premières loges de la mondialisation, que j'apprendrai à quel point il est important d'être un acteur majeur dans la mondialisation et d'être capable de faire entendre sa voix sur tous les grands sujets du monde. Alors, plus largement, donc, pour toutes ces Françaises et tous ces Français de bonne volonté qui sont navrés, qui ont mal à la France et qui se demandent jusqu'où notre pays va continuer à dégringoler, jusqu'où notre pays va se trouver isolé, Nicolas Sarkozy propose un grand mouvement, une grande famille, et j'insiste vraiment sur le mot famille parce qu'il l'emploie d'ailleurs lui-même abondamment, et je l'ai entendu dire à de nombreuses reprises, y compris en petit comité, je veux à tout prix restaurer dans notre famille politique l'esprit de famille, mais un vrai esprit de famille. En famille, on est solidaire face au monde extérieur. On est solidaire quand on s'adresse à ses partenaires, ses concurrents, ses amis comme ses ennemis. En famille, on se parle franchement, on n'est pas obligé d'être tout le temps d'accord, on met en place des procédures de débat, d'arbitrage éventuellement, on tranche quand on a besoin de trancher, mais c'est avec un esprit de famille, c'est-à-dire de l'amitié, de la chaleur humaine, du respect pour les avis des uns et des autres, et la volonté, au moment où il le faut, de s'unir, d'être soudés, d'être réunis, parce que d'abord ensemble on est plus fort, et puis parce que tout simplement la politique, c'est ainsi que ça se pratique. Il appelle à donc, la restauration de l'esprit des familles, c'est ce qu'il veut insuffler à cette grande formation politique, dont l'UMP sera bien sûr, s'il était président le 29 novembre au soir, le ferment, je dirais, le noyau dur. Mais il nous faut arriver, en ouvrant cette nouvelle page, à retrouver une capacité à attirer, à faire venir à nous des hommes et des femmes qui n'ont peut-être jamais été jusqu'à maintenant membres de famille politique, qui n'ont peut-être jamais pris un engagement partisan, qui sont des acteurs économiques, des acteurs associatifs, des acteurs sportifs, des acteurs culturels, à la retraite, des jeunes qui auront tout d'un coup l'impression qu'il se passe enfin à nouveau quelque chose d'intéressant, d'attrayant, de séduisant, quelque chose qui fasse envie, et quelque chose qui leur donne envie à eux aussi de se bouger pour notre pays. Donc une nouvelle formation politique ouverte sur toutes celles et tous ceux, sans
sans exclusive, sans préjugés, qui voudront nous rejoindre, qui voudront venir s'ajouter à nous, apporter leur talent, leurs compétences. Une formation aussi moderne. Là, c'est ce qu'il propose, ce sont ces expressions même qu'il emploie, la première formation politique du XXIe siècle, qui a compris que donc, au XXIe siècle, on ne fait pas forcément de la politique tout à fait comme au XXe siècle. Ça veut dire qu'on va tout réinventer, et en réalité, chez les Grecs et chez les Romains, on savait déjà très bien faire de la politique, et ça ne date pas d'avant-hier. Mais il y a quand même une façon de faire que l'on peut adapter au XXIe siècle, qui est, on le voit ici comme partout, une époque où on a envie, pour avoir envie de devenir militant et dans une formation politique, adhérer à une formation politique, mais surtout y rester, on a envie de pouvoir s'exprimer, on a envie d'être régulièrement amené à s'exprimer, à pouvoir débattre, à pouvoir donner son avis, à pouvoir voter, à pouvoir, sans, je dirais, crainte de se faire éventuellement étiqueter ceci. Le micro ? D'accord. Sans crainte de se faire étiqueter comme pro ceci ou anti cela, exprimer un avis différent des cadres, exprimer un avis différent des chefs. Donc une formation politique, je dirais, participative, où les hommes et les femmes qui nous rejoindront sauront qu'ils peuvent prendre la parole et où on organisera les modalités régulièrement, non seulement de véritables débats sur tous les grands sujets, mais un débat où vraiment l'esprit de famille devra prévaloir. Donc amitié, tolérance, respect pour les avis différents, et puis le moment venu, on se rassemble, on prend une position. Également, une formation, là aussi, ça fait partie de ce que Nicolas Sarkozy considère comme une formation politique moderne, où il n'y a plus exclusivement un modèle d'organisation pyramidale. Hein. Le sommet à Paris, et en gros, Paris qui régulièrement décide de l'organisation, décide de la manière dont l'argent est dépensé, décide des investitures, en gros, donne ensuite dans les fédérations départementales ses directives et ses instructions quand ce ne sont pas quelquefois même éditables. Une organisation décentralisée, déconcentrée, au plus près du terrain, où il y a de l'autonomie. Je manie prudemment ce mot dans un département comme le vôtre, mais voilà, on nous bien, je l'emploie dans un sens, celui du dictionnaire Larousse, il n'y a rien plus que cela. Mais voilà, de la souplesse, de l'adaptation. Alors, le président du comité départemental invoquait ce soir, comme il y a 2 soirs, le principe de solidarité. Alors, voilà. Mais c'est tout à fait ça, on est bien d'accord, c'est le terme est un peu jargonesque. Voilà. Mais il s'agit d'être dans une opération de construction d'une formation rénovée, c'est évident, mais également rénovée dans ses pratiques, dans ses procédures, dans son organisation, avec donc de la souplesse, de la décentralisation, de la déconcentration, pour que les militants, avec leurs élus, avec leurs cadres, avec leurs responsables, soient beaucoup plus enclins à décider, à débattre entre eux, mais aussi à décider, à trancher d'un certain nombre de questions d'organisation, d'investiture, de répartition des responsabilités, entre eux, au plus près du terrain, là où on comprend le mieux comment les choses doivent être organisées. Et cette structure hiérarchique et pyramidale, hyper concentrée dans la capitale de l'Hexagone, ne semble plus correspondre pour Nicolas Sarkozy à une façon moderne de faire de la politique et à une vision moderne d'une famille politique. Alors au-delà de ce qu'il propose comme rénovation de la structure, comme ouverture de notre famille politique à des hommes et des femmes venus d'ailleurs, pour certains, venus peut-être de nulle part, entre guillemets, qui n'avaient jamais pensé à adhérer à une formation politique, il va proposer également, bien sûr, une méthode pour construire un projet politique. Comme ça a été excellemment dit, à nouveau par le président du comité départemental, ici, il faut pour qu'une formation politique arrive à être en capacité d'atteindre ses objectifs, encore faut-il qu'elle se fixe des objectifs, bien évidemment, mais enfin, il lui faut quand même à la fois un leader, un capitaine, il lui faut une organisation digne de ce nom qui marche, effective, efficace, et puis il lui faut une ligne politique, un projet, des propositions qui
clair que l'on va ensuite présenter à l'ensemble de nos compatriotes. Et donc il faudra mettre en place une méthode pour construire un projet politique. C'est pour ça que j'ai eu l'occasion de le dire lors de la réunion il y a 2 jours, je le redis, dans les meetings nombreux qu'il tient pour aller à la rencontre de nos militants, de nos électeurs, de nos sympathisants, des curieux aussi qui viennent nombreux, de plus en plus nombreux, très nombreux à ces réunions publiques. Nicolas Sarkozy ne déroule pas un catalogue de mesures. Il n'arrive pas avec un programme clé en main pour la France de 2017. Et on n'en est pas là du tout. Et il n'est pas dans ces dispositions d'esprit-là. Il a bien sûr réfléchi. Il faut qu'on soit conscient du fait que c'est l'une des raisons, pas la seule, l'une des raisons pour lesquelles je le soutiens et j'appelle ardemment à la mobilisation pour qu'il ait le 29 novembre le meilleur score possible, par-delà donc les liens, je dirais, affectifs qui me lient à lui, avec lequel j'ai fait de la politique à Neuilly-sur-Seine, avec lequel j'ai beaucoup travaillé. L'une des raisons, à côté de toutes ces raisons-là, je dirais humaines, de loyauté, de fidélité, de constance, sans jeu de mots voilà, appuyé, qui m'amène à vouloir être un élément actif de sa campagne et à vouloir, si c'est possible, continuer après sa victoire, que j'espère ardemment travailler avec lui, c'est qu'il faut que nous en soyons conscients. C'est un cas politique unique sur la scène politique française. Un homme qui a été 5 ans à la tête de l'État, qui a mené la barque de la France dans des tempêtes absolument incroyables, qui a su protéger les Français le mieux possible dans une crise financière, une crise économique, celle des années 2008-2009, sans précédent depuis un siècle. Sans précédent depuis un siècle. La violence des chocs qui ont failli, après les avoir fait beaucoup vaciller, totalement détruire les systèmes financiers et les systèmes bancaires au monde, étaient des chocs sans précédent depuis 100 ans. Il faut se rappeler de tout cela. Et Sarkozy a tenu la barre, capitaine dans la tempête, il a tenu la barre. Et après cette expérience unique d'ancien chef de l'État, qui venait après déjà, je dirais, des décennies d'engagement politique, de militantisme politique et d'exercice de responsabilité ministérielle à haut niveau. Les sujets régaliens, immigration intérieure, sont quand même des sujets lourds. On a largement le temps d'approfondir, je dirais, son esprit de responsabilité. Il a, pendant les 2 années, les 2 courtes années de sa retraite de la vie politique active, du recul qui s'est imposé, puisque le suffrage des Français ne l'avait pas reconduit dans ses fonctions de président, donc il a pris le recul qui s'impose dans ce cas-là, enfin que le peuple souverain a décidé. Il a fait quelques pas en arrière, mais ça n'était pas pour rester inactif, au contraire. Et pendant ces 2 années-là, avec le recul, la hauteur de vue et le temps aussi qui permet, voilà, de se ressourcer, de se régénérer, il a voyagé, il a réfléchi, il a combiné à la fois, je dirais, le fruit de son expérience, les leçons aussi, quelquefois lucides et, je dirais, critiques, qu'il a su tirer de ce qui avait marché, moins bien marché. Il a combiné tout cela, et c'est un exemple unique dans la vie politique française, d'un homme qui a exercé les plus hautes fonctions à la tête de notre État, et qui apporte toujours énergie, je dirais fougue, passion, et ça n'a pas changé. Les années passent, l'âge apporte peut-être quelques cheveux gris dans la chevelure et quelques rides au coin des yeux et une certaine sagesse à bien des égards, mais elle n'a en rien amoindri son énergie, sa fougue, son envie de faire, son envie d'agir. Mais c'est assez unique, ce mélange de très grande expérience, avec ce que ça apporte comme expertise extrême sur la France dans le monde, sur l'Europe, sur la manière dont il faut aborder les grands sujets européens et les grands sujets internationaux, et puis cette réflexion qu'il a menée, je dirais, sereinement, très sereinement, débarrasser de la pression politique quotidienne, débarrasser de la pression du pouvoir, avec donc le temps et la capacité à rencontrer librement toute une série d'interlocuteurs, toute une série de gens, ce qui lui a permis d'élaborer pendant ces 2 années-là une réflexion originale, encore une fois, fruit de l'expérience et de la liberté qu'il s'était à nouveau octroyée. Tout ça fait de
de lui un cas unique. Il souhaite apporter cette expérience phénoménale et cette capacité à insuffler à nouveau de l'envie, de la passion, de l'énergie dans notre famille politique. Il souhaite les apporter à notre mouvement politique, à notre famille politique. Et puis, il a déjà, bien évidemment, envisagé quelques-unes des très grandes réformes qu'il pourrait proposer à la France, même si je le disais tout à l'heure, il n'a pas écrit le catalogue à la Prévert de toutes les propositions budgétaires, fiscales, sociétales, internationales, européennes, agricoles, etc., qu'il pourrait proposer. Il a quand même déjà réfléchi à quelques grands axes. J'en esquissais quelques-uns l'autre soir sur, en gros, le principe de liberté et le principe de responsabilité. Un socle de valeurs, des principes. Le principe de liberté, il faut libérer la France d'un certain nombre de carcans, d'un certain nombre de corsets, la libérer des boulets que sont une taxation qui, à certains égards, est devenue confiscatoire, qui est lourde, qui décourage, qui fait que les gens s'en vont, les jeunes s'en vont. Alors, ils partent de votre département, mais souvent pour ne pas revenir, ils partent de la France et souvent pour ne pas revenir. Libérer les énergies dans notre pays, donc de la liberté dans les systèmes éducatifs, de la liberté pour les chefs d'entreprise, pour les artisans, pour les commerçants, de la liberté aussi pour les ménages, pour les forces vives qui n'en peuvent plus d'être asphyxiées, d'être corsetées, d'être coincées par toutes ces choses. Et le principe de responsabilité, parce que ça c'est une valeur de droite. Et ce que Nicolas Sarkozy va nous proposer de construire, d'écrire avec lui, c'est un projet de droite. Un projet qui sera inspiré par un certain nombre de valeurs de droite, mais qui, plus largement, sont des valeurs sur lesquelles on peut réunir, rassembler toutes les femmes et les hommes de bonne volonté dans notre pays. Des valeurs de droite telles que l'autorité, la restauration de l'autorité, l'ordre, la restauration de l'ordre républicain dans notre pays. Nous savons à quel point l'ordre républicain vacille, l'ordre républicain est menacé à bien des égards dans notre pays par toute une série de phénomènes. Ça va de l'insécurité et de la délinquance qui, dans certains domaines, explose, galope, à également une perte de repères à l'école, dans les collèges, dans les lycées, où le respect à l'enseignant et des adultes est passé totalement à la trappe. Donc des valeurs de droite au cœur de ce projet qui nous amène qui nous proposera de construire ensemble la restauration de l'autorité, la restauration de l'ordre, la réhabilitation de la valeur travail, du mérite, de la famille aussi, pourquoi ne pas le dire. Voilà, tous ces sujets-là sont les valeurs avec lesquelles il veut nous conduire à élaborer ensemble un projet qui sera un projet de droite, mais un projet d'une droite ouverte, d'une droite qui n'est pas passéiste, rétrograde, traditionnaliste, mais au contraire une droite dynamique, ouverte, entraînante, et qui, avec cette éthique de responsabilité et de liberté, proposera à nos compatriotes, mais ça nous appartiendra d'écrire cela, de les rejoindre, de nous rejoindre tout simplement pour construire ensemble eh bien, une France meilleure et surtout redresser notre pays. Je ne veux pas être trop longue parce que beaucoup de gens ont parlé avant moi, excellemment d'ailleurs, ont dit des choses tout à fait proches de celles que je pouvais avoir à dire. Je vous appelle à vous mobiliser, c'est la dernière ligne droite pour le scrutin à la présidence de l'UMP. C'est la dernière ligne droite. Les jours nous sont comptés maintenant. Je vous appelle vraiment à vous mobiliser, à mobiliser autour de vous. Ce scrutin est un scrutin électronique à nouveau considéré, à nouveau pleinement respecté. Donc il faut un taux de participation élevé et il faut à Nicolas Sarkozy, mon candidat, notre candidat, le score le plus élevé possible. Il a besoin d'un taux de participation élevé, le plus élevé possible. On ne va pas faire de pronostic chiffré parce qu'on se plante toujours quand on fait des pronostics chiffrés. Le plus élevé possible, et il lui faut un score le plus élevé possible. On va faire des pronostics qui seraient démentis. Il y a de très bons candidats par ailleurs, Bruno Le Maire et Ariel Maïton sont des types formidables, qui ont plein d'idées, qui ont beaucoup à apporter, etc. Il se trouve simplement que je pense, et nous pensons, que pour rassembler
si nous voulons attirer à nous des Françaises et des Français qui ne sont pas au jour d'aujourd'hui dans notre famille politique, qui ne sont pas forcément au jour d'aujourd'hui des sympathisants ou des électeurs, il faut déjà que nous nous montrions capables de rassembler toutes les femmes et tous les hommes de l'UMP. Et il faut transcender nos clivages, nos isanies, nos petites batailles personnelles, les expressions très légitimes, les ambitions personnelles. Et il faut que les 30A, les quinquas, les cadras, les sexas, toutes les générations, tous les ténors, petits ténors, sous-ténors, petits chefs, grands chefs, moyens chefs de l'UMP soient en capacité de se sentir capable de se mettre sous la bannière d'un leader, d'un capitaine, d'un chef. Et je pense que Nicolas Sarkozy, dans l'offre qui nous est présentée aujourd'hui, Bruno Le Maire, Alain Mariton, Nicolas Sarkozy, est le seul à permettre le rassemblement, la fédération, déjà, avant d'aller à la rencontre de tous les Français, de toutes les énergies, de tous les talents, de toutes les compétences nombreuses de notre famille politique. Il est le seul à pouvoir, parce qu'il a cette autorité naturelle que lui confère à la fois son tempérament, que nous connaissons bien, et puis également l'expérience et le prestige né du fait qu'il a exercé, et il est le seul dans notre famille politique, je dirais, parmi les personnalités politiques actives, voilà, à avoir exercé cette fonction, ce qui donne de facto la légitimité, l'autorité naturelle pour rassembler avec lui, à ses côtés, derrière lui, toutes celles et tous ceux qui ont pris toute leur place dans le débat politique de notre famille. Et il a besoin d'un score élevé pour avoir bien la légitimité, l'élan, le mouvement, le dynamisme et la capacité à persuader, à entraîner et à rassembler. C'est tout ce que nous pouvons souhaiter pour notre famille politique. Et puis, mon Dieu, le 29 novembre, ça n'est qu'une première étape. Mais étape par étape, ne brûlons pas les étapes. Ça aussi, c'est la sagesse de l'homme d'expérience qui fait que Nicolas Sarkozy est parfaitement conscient, de la gravité de la situation politique, économique et sociale en France, parfaitement conscient aussi de toutes les embûches et de tous les obstacles qui se présenteront à lui, les épreuves qu'il aura peut-être à affronter, parfaitement conscient aussi du fait de la désespérance et la colère de bien de nos compatriotes qui les conduisent à privilégier l'écoute des discours très simples, très simplificateurs, très simplistes, que véhiculent certaines formations extrémistes. Tout ça, il le sait mieux que quiconque. Donc il sait que le chemin qu'il aurait éventuellement à mener avec nous tous après le 29 novembre au soir sera un chemin difficile, escarpé. Alors il ne brûle pas les étapes, il ne confond pas les échéances, il respecte le temps de la démocratie militante, parce qu'il respecte les militants, il vous respecte profondément, et après, eh bien, s'il a la possibilité d'avoir un élan, eh bien, il proposera un projet, une stratégie, des méthodes pour non seulement aller à la rencontre des Français avec des idées et un projet, mais aller à la rencontre des Français avec un champion, une championne, le meilleur champion, la meilleure championne, pour gagner, voilà, mais chaque chose en son temps. Voilà tout ce que nous pouvons souhaiter, et pour notre famille politique, et pour la France. Je vous remercie. Chers amis, Dr Nicolas, merci. Nous avons envoyé quand même un brillant émissaire qui nous a gentiment expliqué toute la finesse, tout ce qui va se passer. Donc, au travail. Et puis maintenant, on lance ceci avant de sortir pas pour chose de faire. Il nous faut un chef. Mercredi, vous arrivez mercredi soir, j'étais assis de l'autre côté de la salle et j'ai eu l'occasion de vous dire qu'il nous faut un chef. Il nous faut un chef incontesté et incontestable. Il doit asseoir sa légitimité sur votre confiance, sur vos suffrages,
sur cette confiance que vous lui porterez. Alors, le 29, comme un seul homme, sans division, sans disparate, mais comme un seul homme, nous devons élire un chef. Nous devons rassembler cette famille autour d'un patron, autour d'un homme qui a eu l'expérience du pouvoir, qui sait nous écouter, mais qui sait aussi, le cas échéant, prendre des décisions. Ce que notre président actuel a du mal à faire malheureusement, et ce qui conduit la France à cette déroute que nous connaissons tous. Donc je vous le répète, nous allons nous doter d'un chef, d'un capitaine, d'un homme qui n'a jamais eu peur de prendre ses responsabilités et d'expliquer aux Français sa vision. Mais cette vision ne sera pas seule, elle se fera avec l'ensemble des militants, l'ensemble des Français. Nous avons un parti à construire, nous avons une première échéance. Tout à l'heure je l'ai dit, chaque chose en son temps. Le temps d'avoir un chef est venu. Une fois ce temps fait, le reste suivra. Donc, le 29, chers amis, comme un seul homme, faisons notre devoir, notre travail. C'est ce que je tenais à faire ça plaisir, je tenais à vous dire, je tenais à faire passer. Madame la députée Constance Lecoq, je sais que vous n'avez pas d'alcool, mais nous ne pouvions vous laisser pas ainsi. C'est une bonne chose. Attention. Je ne sais pas, je ne fais pas de propagande. Oui, faut le dire, c'est une bonne chose. Nous ne pouvons pas vous laisser repartir sans vous offrir un produit du tiroir, ce que nous savons faire de mieux, parmi tant d'autres. Il n'y a pas que le Rhône-Alpes, messieurs, dames, je précise. Le Martiniquais fait beaucoup de choses. Nous sommes un grand pays, nous sommes une grande civilisation, nous avons un grand savoir-faire. Mais nous avons un savoir-faire lequel nous excellons, c'est que nous savons faire de beaux robes. Et donc, au nom de Génération Sarkozy, mais aussi au nom de tous ceux qui sont dans cette salle, nous tenions à vous faire ce petit présent, qui est ce modeste présent, mais qui représente en gros ce que nous sommes en partie, ce que nous savons faire. Ah, ça va, il fait froid, ça va réchauffer. Et enfin, je finirai pour dire une chose. Je vous demanderai d'abord de vous applaudir vous, parce que en étant présent ce soir, je veux montrer que la famille politique, la famille de droite, quelles que soient ses difficultés, quels que soient ses problèmes, marchera toujours main dans la main vers un meilleur lendemain, chers amis. Et enfin, Madame Constance Lecoq, encore une dernière fois, je vous demande de nous lever, de saluer notre émissaire, Nicolas Sarkozy, celui qui a dignement représenté notre candidat. Enfin, un grand merci à tout le monde, à tous ceux qui ont participé, tous ceux qui sont là ce soir. Et n'oubliez pas, portez comme des bergers, comme un seul homme, portez cette valeur de boîte et soyez toujours fiers de ce que vous êtes. Bonne soirée à tous. Et merci beaucoup. Je vous inviterai à... Alors, avant un oubli mémorable, je tiens d'abord à remercier toute l'équipe qui nous a accompagnés, qui a permis à Mme Constance Lecoq, notre députée européenne, de passer un agréable séjour, qui n'est pas encore terminé. Monsieur Guillaume de Rénal, Micheline, qui je ne vois pas encore, Lionel Albert et les autres. Un remerciement tout particulier au DJ qui nous trace ce soir un peu de musique, puisque nous avons aussi une ambiance de Noël. C'est la fête, le partage. C'est l'une de nos valeurs, c'est que nous défendons. La famille, c'est de partager, c'est recevoir. Donc nous tenons à remercier. Voilà, s'il te plaît.